Aujourd'hui, on va faire le bilan complet des marchés en 2025. Actions, ETF, immobilier, crypto, obligations, or, avec des chiffres, des exemples concrets et surtout des explications. L'idée n'est pas de dire ça a monté ou ça a baissé, mais de comprendre pourquoi et surtout ce que ça implique pour la suite. Parce qu'en 2025, le marché a été performant, mais pas simple et clairement pas linéaire. Taux d'intérêt et inflation, c'est le décor macro de 2025. Avant même de parler actions ou crypto, il faut poser le décor. En zone euro, la BCE a commencé à assouplir sa politique. Le taux de dépôt est descendu à 2% en juin 2025 et depuis, la BCE a marqué une pause. On n'est donc plus dans une phase de resserrement violent, mais on reste sur des taux structurellement élevés par rapport à ce qu'on a connu pendant 10 ans. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le crédit reste cher, que l'immobilier reste sous pression et que les entreprises très endettées continuent de souffrir. Aux États-Unis, la Fed a aussi pivoté, mais plus progressivement. On est passé d'un taux autour de 4,25, 4,50 en début d'année à environ 3,50, 3,75 en décembre. C'est une baisse, oui, mais ce n'est pas un retour à l'argent gratuit. Côté inflation, la situation est beaucoup plus saine qu'il y a 2 ans. En France, on est autour de 1%, aux États-Unis, autour de 3%. Donc l'inflation n'est plus le sujet numéro 1. Mais elle reste suffisamment présente pour empêcher les banques centrales de relâcher complètement la pression. Si on regarde maintenant les grands indices, 2025 est clairement une bonne année, sur le papier. Le S&P 500 est autour de 16%, Nasdaq 100 proche de 20%, le CAC 40, lui, est autour de 10%. Mais attention, ça n'a absolument pas été une ligne droite. En avril, les marchés américains ont fortement corrigé. Le VIX, ce qu'on appelle l'indice de la peur, a brièvement dépassé les 50. Il y a eu des craintes politiques, des discours sur les droits de douane, des prises de bénéfices massives sur la tech. Résultat, les valeurs américaines ont pris cher, avant de très fortement rebondir. A l'inverse, l'Europe, et notamment le CAC 40 et le Stoxx 600, ont très bien commencé l'année. Pourquoi ? Parce que le marché européen est plus exposé aux banques, à l'industrie et à la défense. Maintenant, on se concentre sur le Nasdaq 100. Pourquoi ça a autant monté ? Quand on regarde les meilleures performances du Nasdaq 100 2025, on trouve surtout des valeurs liées aux semi-conducteurs, aux données et à l'infrastructure de l'IA. Des valeurs comme Micron, Nvidia ou encore des acteurs du stockage ont parfois fait plus 80%, plus 100%, voire plus sur l'année. Pourquoi ? Parce que l'IA n'est pas juste un produit fini, c'est une chaîne complète. Calcul, mémoire, stockage, centre de données, réseau. Et toutes ces briques ont bénéficié d'investissements massifs des grandes entreprises tech. Le Nasdaq a donc monté vite, mais aussi de manière très concentrée. Quelques valeurs expliquent une grande partie de cette performance. Maintenant, regardons du côté de la France au niveau du CAC 40. Pourquoi les banques et la défense explosent ? Côté CAC 40, les gagnants sont très différents. Les banques, comme Société Générale, ont parfois fait plus de 100% sur l'année. Pourquoi ? Parce que des taux plus élevés, même stabilisés, améliorent leur marge. Parce que le risque systémique a reculé. Et parce que le marché a réévalué des valeurs très décotées. La défense, avec Thales ou Safran, a aussi très fortement progressé. La raison est simple, le contexte géopolitique a durablement changé. Et les budgets militaires augmentent partout. Ici, ce n'est pas un effet de mode, mais une tendance qui est structurelle. Quand on regarde les ETF, on a souvent une surprise. Beaucoup d'investisseurs regardent le S&P 500, qui est à plus 16%, et se demandent pourquoi leur ETF n'affiche que 6 ou 7%. La réponse tient en un mot, le taux de change. En 2025, le dollar s'est affaibli face à l'euro, donc même si le S&P 500 monte fortement en dollars, une partie de cette performance est effacée quand on la convertit en euros. C'est pour ça que le S&P 500 fait environ plus 16% en dollars, le Nasdaq 100 presque 1%, mais qu'un ETF World en euros fait plutôt 6%. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas ton ETF qui est nul, c'est simplement l'effet devise. Sur les ETF thématiques, 2025 a été extrême.
Les ETF liés aux minières d'or ont parfois fait 80 à 120%. Si on prend les ETF Banque européenne, les performances ont dépassé 50%. Et les ETF semi-conducteurs ont aussi très bien performé, malgré des phases de forte volatilité. Mais attention, ces ETF amplifient tout. Quand le thème est porteur, ça explose. Quand le thème se retourne, la chute peut être très violente. Ce sont des outils puissants, mais qui ne sont pas neutres. Maintenant, regardons du côté de l'immobilier, un des placements préférés des Français. Sur l'immobilier, 2025 est une année charnière. Le marché français reste en difficulté, les volumes de transactions sont faibles, les acheteurs restent prudents, et la baisse des taux n'a pas encore relancé la machine. On est clairement dans une crise de l'immobilier, mais pas vraiment un effondrement, mais plutôt une phase longue de digestion. Côté SCPI, la situation est très contrastée. Certaines anciennes SCPI ont souffert, avec des baisses de valeur de part qui peuvent être assez fortes, mais les nouvelles SCPI, les SCPI opportunistes, ont très bien tiré leur épingle du jeu. Des SCPI comme Hirokozen, Comet ou certaines SCPI de Sofidy ont affiché en 2025 des rendements supérieurs à 6-7%, avec une collecte solide et des stratégies très orientées rendement et diversification européenne. La leçon est claire. La SCPI n'est pas morte, mais on ne peut plus acheter les yeux fermés. Restons sur l'immobilier, mais du côté des foncières. Côté foncière, la situation reste compliquée. Par exemple, on prend une eBay qui reste très décotée, toujours dépendante de son refinancement, extrêmement sensible au taux. Ou prenons, par exemple, un Nexity, qui est une valeur immobilière qui illustre parfaitement la crise de l'immobilier résidentiel. Activité cyclique, pression sur les marges, visibilité réduite. À l'inverse, ce qu'on appelle des REITs, comme Realty Income, aux États-Unis, reste intéressant. En 2025, le titre reste très volatile, mais il continue de verser un dividende autour de 5 à 6%. C'est typiquement le genre de valeur qui souffre quand les taux montent, mais qui reprend de l'intérêt quand les taux se stabilisent ou baissent. Et si on allait du côté des cryptos? La crypto en 2025 a été extrêmement déroutante. Le Bitcoin a connu de fortes phases de hausse, puis de lourdes corrections. Selon le point de mesure, il est flat, voire légèrement négatif sur l'année, au moment où je tourne cette vidéo, du coup, mi-décembre 2025. Et la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on approche d'un nouveau bear market? Les signaux sont mitigés, moins d'euphorie, plus de volatilité, et une sensibilité extrême au contexte macro, notamment au contexte macro américain. La crypto reste un actif de conviction, elle peut surperformer violemment, mais aussi sous-performer pendant très longtemps. Et si on partait désormais vers des valeurs qui sont des valeurs considérées comme des valeurs refuges? Parlons des obligations, de l'or et des matières premières. En 2025, les obligations ont fait leur retour. Le taux américain à 10 ans est passé d'environ 4,6% à 4,1% sur l'année. En France, l'OAT 10 ans est autour de 3,5%. Avec des tensions politiques, des craintes sur les droits de douane et l'instabilité française, les obligations ont retrouvé un rôle de valeur refuge relative. L'or, lui, a très bien tenu. Sur l'année, il affiche une performance positive et reste très utilisé comme outil de diversification. Certes, l'or ne produit rien, mais il rassure quand tout le reste devient incertain. Et cette année 2025 a prouvé que l'or pouvait aussi surperformer. Et si on fait le comparatif global de tous ces actifs, que nous dit vraiment 2025? Si on prend un peu de recul, 2025 nous montre une chose très claire. Les marchés montent, mais de manière très inégale. Les actions US dominent, mais avec une concentration qui est extrême. L'Europe est moins spectaculaire, mais un peu plus équilibrée. Les ETF offrent une performance correcte au prix de l'effet devise qui peut être négative pour les Européens. L'immobilier est en transition, la crypto toujours imprévisible, les obligations et l'or redeviennent utiles et intéressants. La clé, ce n'est pas la performance brute, c'est un peu un couple, un équilibre entre le rendement et le risque. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait en 2026? Soyons très clairs, personne ne sait ce que fera le marché, mais on peut raisonner intelligemment. Si la croissance ralentit, les valeurs cycliques peuvent souffrir. Si les taux baissent trop lentement, les marchés peuvent décevoir. Il y a peut-être une bulle sur certaines valeurs IA, mais il y a aussi une vraie révolution technologique en cours. Mon approche, personnellement, c'est de continuer à surfer sur la vague IA et la nouvelle technologie, tout en restant très vigilant et en conservant des actifs moins volatiles, comme l'or, des obligations, et aussi
des valeurs immobilières très bien sélectionnées. Voilà, c'était tout pour ce bilan 2025. Et comme toujours, ce n'est pas un conseil en investissement, mais une analyse qui se veut pédagogique. Si cette vidéo t'a aidé, mets un like, partage-la et bien sûr, abonne-toi. Et dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui t'a le plus surpris en 2025 ? Et aussi, quelles sont tes prévisions sur 2026 ? Je te remercie d'avoir vu cette vidéo et je te dis à très bientôt.